Technique, merci à vous tous qui êtes déjà branchés. Le respect des auditeurs, c'est aussi être à l'heure. Et on a déjà fait 3 minutes de retard, mes excuses. Et l'heure, c'est l'heure. Et puis l'heure, c'est la rigueur. Il faut apprendre à être à l'heure, quels que soient les événements. Alors, bienvenue en ce live de ce jour. Qui va tourner autour de 3 points. On parlera de quelques informations générales que je vais partager avec vous. On reviendra sur le ministère de l'eau, ce qui a été à la base des dissensions ou des problèmes entre le ministre Ali Puy et Dame Mili Aziablé. C'est un conflit autour d'un projet de la Banque mondiale, un projet de 75 milliards, donc 44, je pense, milliards qui devaient servir à faire de l'adduction d'eau dans le Grand Lomé. On reviendra sur ce projet tout à l'heure. Et puis, on décortiquera le gros dossier, le passage de Adjourouvi à Paris et sa rencontre avec le ministre Darmanin. Qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'ils ont monté et tout ça. On parlera de tout ça avec vous. Donc, soyez les bienvenus. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi, mais c'est un peu inconfortable. Soyez les bienvenus dans ce live-là. Et je tiens, en ce début de live, à saluer notre frère Sassou Koudou. Quand vous prenez le temps d'écouter ses chansons, d'écouter les paroles, vous vous posez la question comment il arrive à trouver son inspiration. Les messages sont assez profonds. Merci à lui pour cette chanson qui nous permet de captiver l'attention des Togolais et d'agir aussi sur le cœur de nos populations. Je tiens à saluer tous les Togolais qui sont actuellement mobilisés. Les lives du dimanche sont devenus pratiquement un rituel. C'est tout le pays qui s'arrête. Dans les villages, les gens cotisent pour avoir du Wi-Fi, pour suivre les lives. Dans les préfectures, partout. Il n'y a aucun endroit aujourd'hui où les dimanches après-midi, les gens ne se mobilisent pas pour suivre le live. On me racontait une histoire la dernière fois, comme une blague en disant il y avait des compatriotes qui étaient à un culte et il sonnait presque plus de 14 heures déjà. Et puis, il y a un qui a dit au pasteur, pasteur, on doit partir parce que on doit suivre la messe de Ferdinand. Et ça a provoqué le rire de tout le monde à l'église. Mais c'est la triste réalité et c'est une très, très bonne chose que les Togolais suivent de plus en plus les informations. Ça participe à leur prise de conscience. Et c'est ça, en réalité, qui inquiète aujourd'hui le régime, qui inquiète Faure Gnassingbé et ses éléments, parce que partout aujourd'hui, les gens ont l'information en temps réel par rapport au taux de pénétration de l'Internet, par rapport au fait que beaucoup de Togolais possèdent des Android, par rapport au fait que aussi, les gens qui viennent des cantons, des villages, ils ont des associations, ils ont des groupes WhatsApp. Et donc, quand vous parlez de leurs problèmes, ils font venir les vidéos là-bas, ils échangent, ils discutent autour des problèmes que vous avez soulevés. Et tout ça, ça participe à affermir la conscience des gens. Et comme j'ai eu toujours à le dire, c'est une lame de fond qui est en train de fendre le pays. Et un jour, elle portera ses fruits. Et c'est ça qui inquiète. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des ennemis publics, des ennemis d'État à abattre, parce que ce travail-là qu'on fait à 6000 km a un impact considérable sur le pays et c'est ça qui inquiète ceux qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Je salue tous mes frères qui sont engagés dans la lutte, les dames, les hommes, nos amis du M66, Mokosi, Tokovi PC, Kodjovito Gen, Zagabambo, je vous salue. Et je salue tous ceux qui travaillent, nos amis de Rupture, nos amis de SNI, son groupe Zinder, toutes les plateformes qui participent à la sensibilisation, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas croire que nous faisons un travail inutile. Chaque jour que nous prenons la parole et que nous parlons aux Togolais, que nous expliquons les choses aux Togolais, il y a une certaine conscience qui est en train de prendre de l'ampleur. Les gens, il y a une colère assez diffuse dans le pays. Les gens n'en peuvent plus
Et peut-être qu'on attend que le moment pour que ça explose. Et c'est ça qui inquiète. Donc, ce travail-là, il ne faut pas l'abandonner. Il faut quitter les terrains des petits problèmes, les histoires de personnes, les querelles inutiles. Vous allez constater que moi, je ne réponds plus jamais à personne. Tout ce qui nous importe, c'est le pays. C'est le pays, c'est la sensibilisation du travail. Ce que nous faisons ici, chaque dimanche, au même moment, sur l'ensemble du territoire, les gens ont les informations à la même heure. C'est plus qu'un meeting politique. C'est très fort ce qui se passe. Et donc, il faut qu'on soit concentré et qu'on travaille à la sensibilisation. Et le jour où on va atteindre le point de bascule, et ce point de bascule, on y est presque, les Togolais prendront eux-mêmes leur propre responsabilité sans que personne ne leur donne un quelconque mot d'ordre. Parce que les gens au pays, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de ce système. Ils n'en peuvent plus de la manière dont le pays est gouverné, les détournements, le vol, la gabégie, le manque d'infrastructures. Dans tous les secteurs, les gens n'en peuvent plus. Les commerçants, les opérateurs économiques, dans tous les secteurs, c'est la catastrophe. Et donc, les gens n'en peuvent plus. Chaque jour que Dieu passe, et c'est ça le mérite que nous avons aujourd'hui en parlant à notre peuple. Donc, soyez vraiment les bienvenus. Et c'est parti pour peut-être 2h, 2h30 de live. Et on va décortiquer les sujets. Bonne arrivée. Écoutez, écoutez tous ces cris déchirants. Écoutez, écoutez tous ces cris alarmants. Tchotchabekaye, Mihina, Yemi Masidu kwa peuvent seseo, Vodoukaye, Nisana, Yemi Masidu kwa pe alenana. Merci à toute la technique. Je n'oublie aucune plateforme, hein, tous ceux qui participent à la mobilisation, tout le groupe des femmes, le groupe des Arimata, tout ça, tous ces gens-là, les Agbasivi, les Ferdinand, tout ça, je n'oublie personne. Et je salue aussi mes collaborateurs, hein, c'est mes collaborateurs qui sont là déjà mobilisés pour ce live. Ils sont au moins 6 hein, sur le live, en train de faire, pour certains, la technique, pour d'autres, la modération. C'est également toute l'équipe de l'Alternative que je salue. Ils sont presque une dizaine qui travaillent chaque semaine à vous produire des articles sur notre site internet, des capsules de vidéos. C'est un travail qui nécessite beaucoup d'endurance et donc je salue toute cette équipe-là qui est à mes côtés, hein, qui sont mes collaborateurs, qui sont à mes côtés et qui font que nous faisons un travail formidable et ce n'est que la restitution de tout ce travail-là que moi je viens faire le dimanche ici. Je ne suis que le visage de toute cette grande équipe-là composée des jeunes, des journalistes, hommes comme femmes. Je salue votre engagement, votre sincérité, votre confiance en ma personne. Et je pense que nous avons toujours fait du bon boulot, on continuera pas à faire du bon boulot. Le plus important, c'est les résultats qui comptent. Donc, vous pouvez visiter notre site internet www.l'alternative.info. En plein live, on publiera tout à l'heure un scoop, un article sur le site. Donc, pendant que je parle, il faut surveiller le site. On va publier tout à l'heure un scoop sur le site. Merci infiniment. Alors, on va pas perdre assez de temps. On va partir en Chine. Hein. On va partir en Chine. Le président américain était en Chine il y a quelques jours, je pense il y a 2 jours, et on va regarder ensemble la délégation avec laquelle le président américain était en Chine. On va regarder un peu. Alors, en dehors des secrétaires d'État, des ministres et des officiels qui ont accompagné Donald Trump, Trump était en Chine avec tous ces gens-là, c'est-à-dire les plus grands groupes économiques des États-Unis. Vous avez le groupe Apple.
qui fait les téléphones, les ordinateurs, comme vous savez. Vous avez le groupe Black, je ne sais pas, je ne regarde pas bien. En tout cas, vous avez tous ces gens-là hein, qui sont les PDG de tous les grands groupes, hein, les multimilliardaires. Vous avez Elon Musk, vous avez tous ces gens-là hein, qui ont accompagné Donald Trump en Chine. Et pourtant, les États-Unis sont aujourd'hui pratiquement avec la Chine les deux premières puissances au monde, hein, économiquement parlant. Mais en allant en Chine, Donald Trump a compris qu'il faut aller chercher les contrats. Il faut aller chercher les contrats pour ces grands groupes-là. Il les a mis tous dans l'avion. Hein, ils sont allés tous avec lui. Et pendant qu'il était avec les dirigeants chinois, il parlait politique, il parlait géopolitique, mais il parlait aussi en même temps affaires. Pour que, en retournant aux États-Unis, tous ces hommes d'affaires puissent revenir aux États-Unis avec des gros contrats pour les sociétés. S'il y a des gros contrats, c'est beaucoup de travail, c'est aussi de l'argent pour les États-Unis. Et pourtant, je ne dirais pas aujourd'hui que les États-Unis ne manquent de rien, mais c'est un pays qui est au sommet de son économie, de sa gloire, de son développement, mais en même temps, il continue d'aller chercher hein, des partenariats hein, pour les hommes d'affaires. Et ça rejoint ce que j'avais dit ici il y a quelques jours par rapport au voyage de M. Faure Gnassingbé au Kirghizistan en disant que je n'ai vu aucun homme d'affaires togolais accompagner M. Faure Gnassingbé dans ce pays. Il n'y avait ni les responsables de la Chambre du commerce, ni les responsables du patronat, ni les opérateurs économiques togolais n'étaient dans cet avion-là. Donc, là où Faure Gnassingbé, il va dans un pays aussi clandestin comme le Kirghizistan, avec 13 ministres, hein, pour ne rien nous ramener, Donald Trump, lui, qui n'a pas besoin, les États-Unis, c'est déjà un pays assez développé, eux, ils vont en Chine avec autant d'hommes d'affaires. Donc voilà, la délégation de Gnassingbé, et avec les ministres, hein, il y avait au moins 13 ou 14 ministres qui sont allés là-bas, et quand vous prenez la délégation de Donald Trump, donc vous voyez carrément ceux qui hein, sont là et qui sont au service hein, de leur nation et ceux qui sont là pour faire de la comédie hein, et qui gaspillent de l'argent public pour des vadrouilles, hein, des escapades qui ne rapportent absolument rien hein, à leur pays, après qu'ils vont prendre des photos comme des mannequins et qui reviennent dans leur pays. Donc voilà la triste réalité. Et quelqu'un comme Donald Trump, une fois qu'il sera de retour aux États-Unis, il va faire le point, il va dire oui, on a eu telle commande d'avion pour Boeing, on a eu telle commande de contrat pour Tesla, on a eu telle commande de ceci, de ça pour la technologie, l'intelligence artificielle, les ordinateurs et tout ça. Donc, voilà comment ça se passe. Et voilà. Donc, il faut regarder un peu sur TikTok. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, on part de là. Donc, c'était juste pour revenir sur ce que j'avais dit lorsque nos gars étaient partis au Kirghizistan pour revenir sur le Togo. Alors, on revient ici en France. Le procès Bolloré, par rapport à ce qui s'est passé dans nos régions, sur nos côtes, c'est pour le mois de novembre. Et là, les préparatifs sont en cours. Et donc, il est encore temps hein, d'être témoin. Les associations, je pense que c'est un peu tard. Ceux qui veulent créer les associations pour se constituer témoins ou bien partie civile, c'est un peu tard. Mais les individus hein, qui individuellement, des gens qui individuellement ont subi des préjudices par rapport aux activités de Bolloré au port de Lomé, ils peuvent hein, être aujourd'hui dans le dossier comme partie civile. Il suffit qu'ils apportent les éléments factuels qui démontrent qu'ils ont eu des activités sur la côte qui ont été impactées par la construction du troisième quai. Ils ont eu des dégâts qui ont été créés à leurs activités. Et s'ils veulent se constituer individuellement comme partie civile afin d'être dédommagés pendant ce procès-là, il est encore temps de le faire. Les associations, ce n'est pas évident parce qu'il faut avoir une association 5 ans avant les faits. Mais là, en tant qu'individu, vous pouvez encore vous constituer partie civile. Et pour le faire, il faut contacter Maître Alexis Iou, qui est au barreau de Lille et qui est
un avocat qui est dans ce dossier-là. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous demander de payer de l'argent pour son travail. Peut-être si tout ce processus aboutit, s'il doit être payé, peut-être que sur les indemnités ou les dommages-intérêts, vous pourrez le payer. Donc, vous ne perdez rien à constituer ou bien à aller vers Maître Alexis Iou pour vous constituer individuellement partie civile dans ce procès-là, afin d'être dédommagé au cas où la justice française décidait de condamner Bolloré et de lui demander de payer des dommages et intérêts à tous ceux qui ont été impactés tout le long de la côte par la construction du troisième quai ou les activités de Bolloré. Donc, le contact de M. Alexis Iou, parce que j'en ai discuté avec lui, parce que je travaille aussi avec lui, et donc vous pouvez chercher Maître Alexis Iou, il est souvent dans les lives. Vous pouvez lui envoyer un message. Il a un compte sur TikTok, il a une page Facebook. Vous pouvez lui envoyer des messages et lui dire, écoutez, maître, on veut se constituer individuellement, partie civile, et lui, il prendra les éléments qui sont à vos niveaux pour verser au dossier. Et si jamais, pendant ce procès-là, voilà, il se passe que vous avez raison, là, bon, les choses vont se régler. Donc, c'est juste pour mettre Iou. Alors, il y a un souci avec la Fédération togolaise de football. Depuis quelques jours, les comptes bancaires de la Fédération togolaise de football ont été bloqués par un ancien employé qui a été licencié abusivement et qui est parti saisir la justice. Et la justice, jusqu'au niveau de la cour d'appel, lui a donné raison. Et la Fédération togolaise de football a été condamnée à payer des dommages et intérêts à cette personne-là. Et la fédération se retrouve, la FTF se retrouve dans de très beaux draps parce qu'elle a bientôt un congrès et elle n'a plus accès à son argent. Et ça aussi, c'est les conséquences. Hein, quand on gère une boîte avec des coups de tête, des émotions, quand vous voulez licencier des gens que vous avez employés entre-temps, que ce soit un contrat CDD ou un contrat CDI, à un moment donné, il faut les licencier dans les règles de l'art en préservant leurs droits. Et vous licenciez les gens au Togo comme on licencie, vous pensez que bon, les gens, on peut les licencier, on peut les mettre à la porte comme vous voulez. Il y a ceux qui maîtrisent la loi, qui maîtrisent le droit. Et aujourd'hui, il se trouve que ce compatriote-là, qui a été, il n'est pas seul, qui ont été licenciés, qui est dans cette histoire de la fin du contrat je pense, de Claude Leroy, et qui ont porté l'affaire devant la justice, ont eu raison, eu gain de cause, et aujourd'hui, les comptes de la Fédération togolaise de football se trouvent être bloqués par la justice alors qu'ils ont un congrès dans quelques jours et ils n'ont plus accès à leur argent. Donc ça, c'est des conneries dans la gestion des affaires publiques. Vous voulez vous séparer de quelqu'un, mais licencier les gens dans les règles de l'art en respectant leurs droits pour que des gens ne se retournent plus contre vous, ben les gens ne se retrouvent pas plus tard contre vous. Donc, la Fédération togolaise de football, pour le moment, elle a des difficultés à avoir accès à ses comptes. Alors, Togo Télécom. Togo Télécom, il vous souvient que dans le processus de privatisation de Togo Télécom et de Togocel à l'époque, en IAS aujourd'hui, avant c'était quoi? C'est pas le nom, maintenant c'est IAS. Au niveau de Togo Télécom, il y avait 277 personnes qui avaient été déflatées et sans qu'on ait payé totalement leurs droits. On leur a versé, je pense, quelques indemnités et puis le reste, on a refusé de les payer. Et depuis 2019, donc ça fait 7 ans, que ces personnes-là se battent pour rentrer dans leurs droits. Et ces personnes ont porté l'affaire devant les tribunaux et ça devient un balai judiciaire entre le tribunal de première instance et la cour d'appel depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, parmi ces gens-là, il y a déjà 50 qui sont morts. Il y a 50 qui sont morts, des gens qui ont travaillé pour le pays, qui ont travaillé pour une société d'État. Il y a 50 qui sont décédés.
Il y a plein qui sont malades, certains qui ont fait des AVC. Et les gens qui sont décédés dans des conditions assez terribles, dans le dénuement total. Certains, on n'a même pas pu payer même des cercueils pour les enterrer. Alors, le reste de ces employés-là, qui sont en train de mourir à petit feu, sont en train de lancer des cris d'alarme parce qu'il y a d'autres qui sont encore au lit, en train qui sont malades, qui n'ont pas des moyens pour se soigner. Et je vais vous laisser écouter une dame qui lance un SOS aux autorités par rapport à leur situation, par rapport à la manière dont jamais travaillé pour ce pays. Écoutez cette dame. Allô, bonjour les administrateurs. S'il vous plaît, aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous. Ça fait de cela 3 mois. Je suis gravement malade. J'ai déployé tous mes sorts. Je n'ai plus rien. Il faut les toucher pour nous, s'il vous plaît. L'argent là nous appartient. On ne peut pas rester comme ça. Ça nous appartient. Ils n'ont qu'à nous donner. S'ils ne peuvent pas nous donner le grand là, le petit de prime là, ils n'ont qu'à nous donner. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Là où je suis maintenant, je ne sais pas comment vous expliquer. Il faut les toucher. Sinon, c'est urgent. Nous allons tous mourir avant de débloquer l'argent là pour lui donner. S'il vous plaît, il faut les toucher. Il faut les toucher, s'il vous plaît. Nous sommes gravement malades. S'il vous plaît, il faut les toucher. Il faut les toucher pour nous, s'il vous plaît. Allô, mi de kukulo, mi kpere mianti. Tia, mi de ledo. Oti ton am la home. E gavi tuki kole am lo ke ken so ikonji. Bien le kangba la signo. Et si konan be ma da pa le kaji, mi kasio. Sinon, ça ne va pas. Si a mi be gae no so nami. Nous m'assos de ton ami au prima ya tetere nous débloquer. Boy pour mi le kaka kugbe. Nous que mi doit chamulo nous kata chaka mi wero de lo mi de kukulo. Mi be mi de kuko nyere kata nya mi wero de kuku yesia mi kpere ontinyi. Est-ce qu'on peut rejouer la même audio une deuxième fois, s'il vous plaît, technique? Allô, bonjour les administrateurs. S'il vous plaît, aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous. Ça fait de cela 3 mois. Je suis gravement malade. J'ai déployé tous mes sorts. Je n'ai plus rien. Il faut les toucher pour nous, s'il vous plaît. L'argent là nous appartient. On ne peut pas rester comme ça. Ça nous appartient. Ils n'ont qu'à nous donner. S'ils ne peuvent pas nous donner le grand là, le petit de prime là, ils n'ont qu'à nous donner. Je n'ai plus rien. Là où je suis maintenant, je ne sais pas comment vous expliquer. Il faut les toucher. Sinon, c'est urgent. Nous allons tous mourir avant de débloquer l'argent là pour lui donner. S'il vous plaît, il faut les toucher. S'il vous plaît. Nous sommes gravement malades. S'il vous plaît, il faut les toucher. Il faut les toucher pour nous, s'il vous plaît. Allô, mi de kukulo, mi kpere mianti. Tia, mi de ledo. Oti ton am la home. E gavi tuki kole am lo ke ken so ikonji. Bien le kangba la signo. Et si konan be ma da pa le kaji mi kasio. Sinon, ça ne va pas. Si a mi be gae no so nami. Nous m'assos de ton ami au prima ya tetere nous débloquer. Boy pour mi le kaka kugbe. Nous que mi doit chamulo nous kata chaka mi wero de lo mi de kukulo. Mi be mi de kuko nyere kata nya mi wero de kuku yesia mi kpere ontinyi. Et donc, voilà la triste réalité de ces compatriotes. Et quelle est la personne qui bloque leur dossier depuis 7 ans? C'est Sina Lawson. C'est Sina Lawson qui a pris des avocats et qui ne veut pas qu'on leur paye leurs droits depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, de ces 277 personnes, il y a 50 qui sont déjà morts. Des gens qui ont travaillé à Togo Telecom. Et Sina Lawson qui est ministre depuis 12 ans ou 13 ans et qui a tous les avantages, mais qui refuse de débloquer les droits des gens qui ont été déflatés dans la privatisation de Togo Telecom en Togocom. Et ces gens-là, ils sont 277, je vous dis. Il y a 50 qui sont déjà décédés. Donc,
ils se retrouvent entre eux, ils vont s'enterrer les uns après les autres. À chaque fois qu'ils s'appellent, c'est pour aller enterrer un compatriote, c'est pour aller enterrer un de leurs camarades. Il y a ceux qui font des AVC, il y a ceux qui n'ont plus rien, il y a ceux qui ont été sortis de leur maison, il y a ceux qui ne peuvent plus scolariser leurs enfants depuis 7 ans. C'était depuis 2019. Et l'affaire est devant les tribunaux. Et à chaque fois qu'on va devant les tribunaux, il y a des pressions politiques qui viennent sur les juges et les juges ne tranchent pas l'affaire. Et donc, il y a un jeu de ping-pong entre la cour d'appel et le tribunal de première instance. Donc, vous voyez comment les gens qui ont travaillé pour ce pays-là sont traités. Et moi, j'ai déjà parlé une fois de ce problème. Je reviens là-dessus parce qu'il y a encore certains qui sont décédés récemment. Et cette dame-là qui est à l'hôpital, qui a envoyé cet audio de détresse pour dire, écoutez, je suis en train de finir comme ça ma vie, il faut que vous nous aidez. Et ça, c'est dans une république. Et il y a des gens qui sont là, qui font des trucs pour m'insulter. Ils ont des parents dedans. Ils ont des parents dedans. Dans ces 277 personnes, ceux qui parfois sont sur la toile en train d'insulter Ferdinand, ils ont leurs parents dedans. Ils ont leurs proches dedans. Un oncle, un frère, un cousin, une tante dans ce lot-là. 277 personnes. 50 sont déjà morts. C'est quand même incroyable. Voilà les injustices auxquelles les gens sont soumis au Togo et la méchanceté des dirigeants à l'égard de ceux qui ont eu à travailler pour des sociétés d'État et qui naturellement devaient bénéficier de leurs droits. Donc, moi, je porte ma voix. Ce sont les sans-voix. Moi, je porte ma voix pour relayer leur cri de détresse. Si ça touche la conscience de ceux qui gèrent le Togo, et si on arrive à leur régler leurs problèmes, c'est tant mieux. Moi, j'ai fait ma part. Il y a quoi encore? Voilà. Le dimanche passé, j'ai parlé des préfets militaires qui ont été nommés. Et j'ai évoqué un peu le cas de la préfecture de Moyen-Mono à Tou, où le préfet Diato a eu une longue carrière, 22 ans de préfet, et comment est-ce que il s'est mis beaucoup de moyens de réserve. Il a des biens partout, depuis le Moyen-Mono jusque dans les zones d'Atétikopé, où il y a plein de maisons, plein de terrains, de boutiques, jusqu'à dans la zone de Daoba, tout ça. En tout cas, c'est le préfet le plus riche en termes de carrière, mais aussi en termes de moyens aujourd'hui au Togo. Et donc, on a tous suivi ici ce que j'ai dit sur ce préfet. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le préfet va convoquer ou invite les féticheurs du Moyen-Mono. Et donc, il invite les féticheurs qui vont chez lui et il leur fait boire, il leur donne un peu d'argent et il leur demande de faire une vidéo pour m'insulter. Et les féticheurs font une vidéo. Voilà les féticheurs. Voilà ces fameux féticheurs-là. Je ne sais pas s'ils sont de vrais féticheurs, mais j'ai l'impression que c'est des affamés. Et donc, ils font une vidéo après avoir bu et pris un peu d'argent, les féticheurs du coin, quoi. Ils font une vidéo dans laquelle ils disent oui, ils maudissent celui qui a donné l'info, donc moi, et ils disent à chaque fois que je vais boire une gorgée d'eau, il faut que les fétiches me règlent les comptes, il faut que les fétiches me frappent. Celui qui m'a envoyé aussi, ceux qui m'ont envoyé les informations, il faut que les fétiches se vengent d'eux. Ils ont raconté tout un tas d'histoires. Et il y a plein de gens qui m'ont envoyé la vidéo. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me rends compte que notre pays est perdu. Notre pays est vraiment à terre. Quand on dit que ces gens-là sont des féticheurs, je ne sais pas si vraiment ils sont des féticheurs, si c'est des petits rigolos ou c'est des affamés. Et ils disent oui, qu'est-ce que j'ai fait pour leur préfecture, pourquoi je me mêle de cette histoire et tout, comme si la préfecture du Moyen-Mono était sur un autre territoire qu'on ne devait pas en parler. Alors, j'ai voulu leur rappeler 2 ou 3 choses. Quand on faisait la route, et Notier-Tou, c'est nous, les journalistes togolais, y compris moi, qui avions écrit
plusieurs articles sur l'état de cette route pour qu'on puisse goudronner cette route-là. Elle était programmée depuis, mais elle n'était jamais goudronnée. Il a fallu qu'on multiplie les articles. Je suis même allé sur le terrain plusieurs fois. On a dénoncé le mauvais état des travaux. On a filmé des trucs à Srama, là-bas, partout, jusqu'à tout, pour que cette route puisse être achevée. Au moins, j'ai fait ça. J'ai fait ça pour vous. Ensuite, j'ai fait des reportages. Moi-même, j'étais présent dans les villages, jusqu'à Kpekpleme, Tado, partout là-bas, les écoles. J'ai fait plein de reportages, je peux retrouver les archives, à la suite desquels on a construit de nouveaux bâtiments scolaires. J'ai dénoncé des trucs vers Saligbe. Je connais toute la zone et tout ça, où ça a entraîné la construction des ponts et tout ça. Il y a eu un pont qui était en train de s'affaisser et ils ont bloqué ça par des troncs d'arbres, pas loin de la maison de Semondi. J'ai publié la vidéo plusieurs fois ici. Les images, ça a permis aux autorités d'aller arranger ce pont-là pour vous. Il y avait un titan qui était en panne, qui avait brûlé, on a oublié la carcasse dans le virage avant d'atteindre le pont, sur la route de Tongou là-bas. Et ce titan-là créait tellement des accidents, cette carcasse créait tellement des accidents. Tout le temps, il y avait des accidents, les gens mouraient là-bas. J'ai envoyé filmer ce titan-là. J'ai dénoncé les faits. On a amené une grue depuis Lomé pour dégager ce titan-là pour que vous puissiez circuler tranquillement. Ensuite, quand Simco faisait du désordre sur la route là-bas, la route Tongou-Tado jusqu'à Kpekpleme, et dégradait la route avec ses camions, tout ça, j'ai relayé ça abondamment. J'ai filmé le marché de Tado qui est en très mauvais état. On ne pourrait pas imaginer que c'est le marché de Tado. J'ai beaucoup parlé de Tado. J'ai filmé le marché de Tongou. Et donc, tout ça pour qu'on puisse améliorer plus ou moins votre cadre de vie. Mais quand je faisais ça, vos fétiches étaient où? Il y avait Vaudou, Koé, Mile Blombe, Mile Yobe, Mile Yobe Vaudou, Orentine, Nemdia Moussintochan, Nemdia Oleke Koutobe Vaudou. Il y avait Vaudou au Fio que les gars. Vaudou, les Kengbaoué préfèrent. Et nous fous pendant 22 ans. Les Tchakami, les Fimi, les Finou, on l'a gardé, les fous. Il y avait Vaudou, on pas préféré Dakakobe, les fous. Il y avait Vaudou, les fous, Kengbaoué, les mous, les fous. Vaudou, on te globina de Dirapon, et il y avait bon, les Kengbaoué Dirapon. Il y avait Vaudou, les fous, Kengbaoué, Souklou, Hogba, et il y avait les photos, les fous, Kengbaoué, tout Souklou, les fous. Il y avait Vaudou, que les fous, Gamero. Il y avait Vaudou, que les Kengbaoué, et Hunkegba. Moi dit les fous les titans ya mo en accident kuna les fous Vaudou on va les mojo et va va dégager moi les moitié les fous. Vous voyez comment vous ridiculisez vos fétiches. Ça dit la corruption au Togo, c'est pas possible. Il y a Kemile au moi mais qu'elle a pas bibé bien mini bokono à dodo et kakala va bien bibé bien odoré qui va venir vous solliciter vous. Des escrocs comme ça. Heureusement que leur propre vidéo a suscité un tollé chez leur cadre et ils ont refait une autre vidéo pour s'excuser. Leur propre vidéo a suscité un tollé de leur propre cadre et ils ont refait une autre vidéo, c'est la deuxième vidéo maintenant, pour s'excuser, pour dire que oui, tout ce qu'ils ont dit, c'était sous le coup de l'émotion, ils s'excusent et tout ça. Donc, mais nous, quand les journées, mais donc, il faut pas trop vidéo, vous allez des coucou, il n'y a que bon sang, on ne sait que il n'y a qu'un bon couteau, beaucoup non, il y a beaucoup non, il y a que millions. C'est des farfelus, des corrompus. Ils préfèrent Dessora, vivre non, c'est quoi. Ils sont partis raconter des conneries comme ça. Et nous, quand on avait beaucoup de Togo, des petits farfelus. Il y a beaucoup de mais ni huno le doigt, mais quand les hommes les doigts moi. Mais ni huno quand les tafumi les doigts, mais même Vaudou on télé on est pas dans mon les tafumi wa. Mais même Vaudou on nous sait. Vos fétiches là, ils sont tellement forts que des gens viennent exploiter vos richesses, ils ne vous donnent rien et vos fétiches ne réagissent pas. Ibanoso miabe fort jibenu ça va non. Bon maintenant, moi-même je suis né dans le Vaudou hein. Et toi Vaudou me dimle, que men trop dado kwenye. Donc
Il peut m'y avoir dit que m'y avait connerie on que m'y en a y avait vaudou les king pour le film avec que sinon nous m'y avait vaudou on tel on dit que ouais vaudou ko bien là ben j'avais on noir vaudou là bien nous play iPhone né vaudou y avait iPhone les allô vaudou y avait vaudou ko na mo j'avais on noir là bien nous play mon na yo allô nous play iPhone na yo ben bébé vaudou china yo hona la coup jean puis fait vaudou bien iPhone 17 iPhone 14 alors on play mon na yo Vodouan y avait iPhone les. Donc, que Vodouan y avait iPhone les. Vodouan to maintenant y a no iPhone l'Afrique là. Yo vois là no iPhone. Et Vodouan là on job m'y appelé iPhone là. Il peut m'y avait pe vous système que m'y non na couton be yo ni bokono alors yo ni huno. C'est des conneries comme ça que vous faites. Vous pouvez mélanger ce que vous pouvez mélanger. Hein. Moi, je suis pas dans ça. Yo vi fait mes amis be duna ou les Vodou pas mais. C'est mais mi linasi ku egbe o ku towe. No da jungoli da Vodou gba mi be ken eduna. C'est bien. Il y a Gwebe Vodou pas mais Vodou pas ko pa poto la Gwebe avec bio c'est bien. Nous kemi on a les pas on mais. Il y a be fort jibe nous ko mi non ni ko ku sur le bout et va les des sikakla on non mi non mais. Pour raconter des conneries. Ndak mi la pone Vodou là do mona mi le to moi. Ne préféré ya ça va te conneries au diable. Mi la pone Vodou mi avait Vodou on l'a arrêté préféré avec dérive. Mais c'est bien. Il m'a dit. Ça, c'est bon. Donc, les deux vidéos sont sur la toile. Je ne veux pas leur faire plaisir pour jouer ça. Je ne veux pas leur donner de l'audience. C'est des escrocs. Tona mi be. Pere mi mi bokon on rebo. Mi bokon on rebo pere mi. Ma ba kan sen yana mi. Owe bokon no a e kana nu voa e nana nyigba mo le talo atakpa me ba fire. Et mi au groupe mi fun. Ke mi le doa bokon le kanu. Amona iro egbo la mi et nous a tigare gomme donc à zikbe les couteaux on était assis là-bas et les canons qui me amero solo me va les canons là ouais donc à les amis nani les boko agbon be obe ne webe nous couteau ne sono so dare ne couteau ne uno kora nyigba ne interpréter na me a ame blanco nous ya kebe les blanc ils sont les pouver ouais les villages et nous ya et togbe wọn ebe ne sibe nu kaka edu asan ne yewu agbo ne kuto boko aba bon OK boko no aba bon OK e gba gbonbu ame gba bo be nu ya ewe mdidi o e gba gbonbu ame abe no be ewe o be onu anu mdidi o re boko na pe bidi be ne bo le fun kamato be e ya nyan keke gbe ba igbo le fi wa yo mi le gbo do me ke mi jo po mi anu pa mi ton koko tout le monde peut faire ça il faut connaître la psychologie des gens. C'est ce que certains pasteurs font. Avant de venir te trouver, qu'on appelle ça, des défis à couteau, ils tournent autour de toi, ils savent qui tu es, ils savent ce que tu as fait, tout ça. Et puis tu arrives, ils te disent, que voilà, ton oncle, ta tante, et tout ça. Si tu n'abordes pas ces problèmes avec beaucoup de raison, en étant au-dessus de ces choses-là, ils vont t'emballer. On connaît ça. Et nous, les Kara, les fous, pastor et nous en campagne d'évangélisation et de guérison avec pour l'amour so yi et ahoreme odo akalo na mo o nous na mo be amoba fo ngebe nous odo gbera kwa be afola jokuto we et à l'époque je crois que c'est Yar qui était ministre de la sécurité infiltré quand on va au cinéma on avait Carole on va au cinéma ya mo le po va nous dit be no be et parfois renseignement c'était des gens qui étaient préparés on leur a donné des cannes et tout ça ils ont mis des plâtres et tout ça on ramassait oui parce que c'est un monde qu'on ne contrôle pas nous on connaît ce monde c'est comment les gens font donc arrêtez vos conneries bon courage à vous dans le moyen mono là-bas et nous comme on a nous tonton va dire mais on ne parle plus de vos problèmes c'est ça. Enfin, ça s'est passé. Délestage. Ouais.
il semble que le délaissage est de plus en plus chose à nommer dans le pays, alors que nous sommes à la veille des examens scolaires. Nous sommes à la veille des examens scolaires. Les vieux Omdo et Noir, actuellement, les vieux Omdo et Noir électriques qui n'ont sont planés. Donc, actuellement, les vieux le doyen, et Zomulo, on leur délaissage plusieurs heures, les quartiers romains. Et pourtant, les enfants préparent les examens. On ne peut pas comprendre que dans un pays, il y ait des choses comme ça. Il y a le bac 1 qui commence, il y a 2 examens qui commencent. Les enfants n'ont même plus l'électricité. Les enfants n'ont même plus l'électricité pour apprendre, pour aller à l'école. C'est quand même incroyable. En ce 21e siècle. En plus, vous dites que les gens n'ont qu'à faire comment on appelle ça, l'énergie solaire. Vous ne faites rien pour encourager les populations à aller vers l'énergie solaire parce que vous avez des intérêts à la souhaiter, vous avez des intérêts dans les stations d'essence. Parce que l'énergie solaire, il faut détaxer le matériel, surtout les batteries. Parce que l'énergie solaire, si vous voulez encourager l'implantation des plaques solaires dans le pays, ce qui revient très, très, très cher, c'est les batteries. Tous ceux qui sont dans l'énergie solaire aujourd'hui au Togo, ils disent que le secteur n'évolue pas au Togo parce que le coût du matériel est très élevé avec les taxes. Donc, un pays qui veut faire la promotion de l'énergie solaire, il revoit à la baisse les taxes sur les batteries, les intrants, tout ça, pour que les spécialistes puissent au moins avoir une alternative au courant conventionnel. Donc, on n'a pas la CET n'envoie pas le courant, et maintenant, on n'a pas non plus les plaques solaires parce que les batteries coûtent très cher et que le gouvernement refuse de lever, je ne sais pas comment ils appellent ça, de diminuer les taxes sur les batteries et puis le matériel pour que ceux qui sont au Togo puissent vraiment multiplier les plaques solaires pour que des gens, au moins dans les villages, s'ils n'ont pas l'électricité conventionnelle, ils ont au moins les plaques solaires. Ça s'appelle avoir une vision pour un pays. Mais comme ils ont des intérêts à la société, dans les centrales énergétiques, comme c'est eux qui sont derrière ces financements, et comme ils ont des intérêts dans les stations d'essence, parce que les centrales, certaines centrales tournent au gasoil. Et c'est eux qui importent les gasoils à travers leur société écran. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait plus de décentralisation individuelle de l'énergie solaire. Donc, ils ne veulent pas réduire les taxes sur le matériel de l'énergie solaire. Ce n'est pas normal. Et donc, parlant de tous ces élèves-là qui sont à la maison et qui n'ont pas accès à l'électricité pour pouvoir préparer leurs examens, on va jeter un coup d'œil, on va faire un petit clin d'œil aussi à l'éducation. Nous sommes pratiquement vers la fin de l'année et il y a des établissements scolaires qui sont encore en souffrance. Le lycée du 2 février, j'ai vu hier, on dit que le ministre de l'Éducation nationale, M. Mama Oumourou, est en tournée sur le terrain et puis c'est beaucoup de blablabla, on brasse du vent. Alors que vous avez depuis le lycée d'Agbalepédo qui est là-bas, qu'on a de la peine à reconstruire parce qu'il y a des problèmes de personnes. Tantôt on dit oui, que le bâtiment n'était pas très affecté, on ne devait pas le démolir. Tantôt on dit non, il faut le démolir. Il y a des problèmes de personnes, de l'argent que tout le monde veut prendre à gauche et à droite. Et donc, le lycée est là-bas en souffrance, l'un des plus grands lycées du Togo, qui est là-bas en souffrance. Le lycée de Tokouin est aussi en délabrement. Totalement en délabrement. Donc, il y a un inventaire même à faire des établissements existants. Est-ce que ces établissements sont entretenus? Est-ce qu'il y a du matériel? Est-ce qu'il y a de la maintenance de ces matériels-là? Rien du tout. Vous avez là tous comment appelle-t-on, les grands lycées scientifiques ou techniques qu'on a construits sans équipement, qui sont là, sans enseignants, sans effectifs, qui sont là, sans matériel, sans maintenance, rien du tout, qui sont là, totalement à l'abandon. Et le ministre se promène pour dire qu'il veut encore construire d'autres lycées scientifiques. Alors que les lycées qui sont déjà construits et qui sont là, il faut les réhabiliter, il faut les faire, il faut les rendre opérationnels, il faut former les enseignants, il faut, comment je dirais, il faut veiller à ce que ces lycées scientifiques soient dotés de matériel, mais rien de tout ça n'a été fait. Et maintenant, vous vous promenez pour dire aux gens que vous voulez créer d'autres nouveaux lycées scientifiques. Mais si vous créez d'autres nouveaux lycées scientifiques, les anciens que vous n'arrivez pas à faire fonctionner, où il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de matériel. Donc, pour vous, c'est de construire des lycées sans les faire fonctionner. Est-ce que c'est ça la vision
que vous avez pour l'éducation? Comment voulez-vous que le pays avance quand vous faites des choses avec autant d'amateurisme? Mais il faut arriver d'abord à faire fonctionner les anciens grands lycées techniques qui sont là et qui sont sans équipement, qui sont sans effectifs, qui n'ont pas d'enseignants, des collèges et des lycées scientifiques qui ne fonctionnent pas normalement, les enfants qui sont là à faire le bac D, le bac C, qui n'ont même pas de cadre pour se former. Et vous continuez par brasser du vent à vous promener à l'intérieur du pays pour dire oui, on veut créer de nouveaux collèges scientifiques. Comment vous allez les faire fonctionner? Sans enseignants. Dans les écoles de formation, comment on appelle là, les écoles normales supérieures, c'est ça, où on forme les gens. C'est pas déficit d'enseignants, déficit de matériel, déficit d'équipement. Les lycées ne fonctionnent pas. Et vous brassez du vent à vouloir en construire d'autres. Mais réussissez à reconstruire le lycée d'Agbalpedo d'abord. Faites fonctionner les anciens lycées scientifiques qui sont là. Faites l'inventaire, le bilan, les équipements, les enseignants. Ce pays, c'est une navigation à vue hein, dans tous les domaines. C'est une navigation à vue dans tous les domaines. C'est quand même incroyable. Enfin. Il y a encore quoi? Nous sommes toujours dans la rubrique des informations. Hein. Alors, il y a un projet de loi qui va désormais régenter la création des associations. Il y avait il y avait une ancienne loi basée sur la loi 1901. Maintenant, il y a un projet de loi, je ne sais pas s'ils l'ont déjà adopté ou ils sont en train de l'adopter. Voilà, le projet de loi relatif à la liberté d'association au Togo, adopté par le gouvernement. Voilà. Et donc, ce nouveau projet de loi qui est dans le circuit et qui sera certainement adopté dans les prochains jours par l'Assemblée nationale, je ne sais pas si c'est déjà fait, a un seul objectif. C'est d'empêcher les associations que le gouvernement juge pas favorables à leurs actions, que ce soit des ONG ou des associations des droits de l'homme. Ils ont déjà recadré les ONG, mais ils veulent maintenant caporaliser les associations. Et donc, vous avez au Togo des associations, par exemple, qui sont dans le domaine de la bonne gouvernance, des droits de l'homme, qui sont là depuis des années, qui ont 15 ans d'existence, 16 ans d'existence, 17 ans d'existence, auxquels le gouvernement refuse de donner des récépissés. Mais quand il s'agit des associations pro-unir, la même semaine, vous créez l'association, vous allez déposer les dossiers, on vous donne un récépissé. Les autres, on refuse de leur donner les récépissés, on ne leur donne que des numéros d'enregistrement. Et donc, avec cette nouvelle loi, un matin, à Ouaté, le gouvernement va dire, toutes les associations qui n'ont pas de récépissé ne peuvent plus fonctionner. Et c'est comme ça qu'il va éliminer les associations qui jugent pas favorables à leurs actions, notamment les associations qui sont dans le domaine des droits de l'homme, qui font des rapports, qui interpellent parfois la communauté internationale sur les dérives, notamment sur les questions des droits de l'homme. Donc, ce projet de loi est dans le tuyau. Je ne sais pas si c'est déjà adopté au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut le prendre, le lire. Ils n'ont rien dit de spécifique dedans qui peut pousser à croire qu'ils veulent mettre fin aux associations qui ne leur sont pas favorables, mais de façon assez discrète et assez sibylline. C'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est l'intention qui est cachée derrière. Et donc, on s'achemine encore vers plus de fermeture de l'espace public pour empêcher les gens d'exercer leurs activités. Alors, pour finir avec la rubrique des informations, c'est le moment où je vais vous donner le scoop. On va aller à l'OTR. On va aller à l'OTR. Un instant. Alors, M. Tchodier, il était avec Fonia Simbe. Fonia Simbe l'a envoyé dans une mission il n'y a pas longtemps, quelques jours. Et c'est au retour de cette mission qu'il bombe le torse. Et il nous dit ouais, que lui, il est là, et il a la force, il a ceci. Et il dit qu'il est le plus compétent au Togo et que Fort ne peut pas se passer de ses services. Voilà quelqu'un qui a été pris dans la nasse d'un grand scandale. Au lieu que la justice cherche à l'écouter, Fort Nyasingbe, d'ailleurs,
que tu as dit servir le protège et continue de l'utiliser, de l'envoyer discrètement dans l'émission. Et comme lui-même, il est bavard, il sort pour bomber le torse pour dire oui, rien ne m'arrivera, le chef de l'État, ou comment ils appellent, le PC vient de m'envoyer encore une mission, je viens de rentrer, je lui ai fait un rapport, il est content, et machin. En tout cas, on verra bien avec le temps. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Le dossier de l'OTR, de ces deux dames-là, on peut avoir leurs photos, a évolué depuis la semaine dernière. Donc, Dame Donkor Biléo, ancienne directrice des renseignements au niveau de l'OTR, et Madame Clouvy Dédégan Chimène Foligan, la receveuse, inspectrice des douanes, receveur auprès de Madame Donkor. Alors, ces deux dames, je vous avais dit qu'il y avait une ouverture d'enquête, une instruction au niveau du doyen des juges. Ces deux dames ont été inculpées la semaine dernière par le doyen des juges Poutouli. Les charges, elles ont été inculpées par le doyen des juges. Elles ont été convoquées par voie d'huissier individuellement. Elles se sont rendues dans le bureau du doyen des juges. Madame Donkor était assistée du cabinet maître Katakiti Afo Gado, un de ses avocats qui s'appelle maître Djourma. Donc, elle était assistée par ce cabinet d'avocats et elle est passée devant le doyen des juges qui lui a notifié les charges et son inculpation. Et elle n'a pas pris la parole, elle n'a rien dit devant le doyen des juges au cours de la comparution. Ensuite, il y a eu madame ou mademoiselle Dédégan, Clouvy Foligan, Dédégan Chimène, qui a aussi passé devant le doyen des juges. Elle autre n'avait pas d'avocat, elle n'était pas assistée par un avocat, elle a comparu seule, et elle autre, elle a parlé à la question de savoir où est-ce qu'elle a trouvé les fonds. Elle a dit au doyen des juges que les fonds qu'elle a déposés à l'assurance proviennent de 3 sources. La première source, qu'elle a un petit ami aux États-Unis qui lui a envoyé 30 millions dans le cadre d'un chantier un chantier qu'elle doit faire. Donc, elle avait ces 30 millions qui sont venus des États-Unis. Ensuite, qu'elle a vendu un immeuble dans le quartier de Diranawe. Et troisièmement, elle a ajouté aussi des intéressements que certains clients lui faisaient quand elle était en poste au port autonome de Lomé. Donc, c'est les 3 canaux de provenance de l'argent qu'elle a cités devant le doyen des juges. Et à ce stade-là, ce n'est pas encore une audition au fond. Et donc, c'est ce qu'elle a eu à dire. Et donc, le doyen des juges les a inculpés assorti des conditions drastiques suivantes. Confiscation de leur passeport avec interdiction de sortie du territoire, obligation pour les 2 dames de se présenter chaque début du mois dans le bureau du doyen des juges pour émarger une fiche de présence, gel de leurs avoirs dans toutes les banques et les assurances, et puis voilà, une dernière condition, interdiction, non, pas une interdiction. Si elles veulent se rendre à l'intérieur du pays, si elles veulent sortir de Lomé, il faut qu'elles obtiennent l'autorisation du juge avant de sortir de Lomé. C'est-à-dire, si elles veulent se rendre à l'intérieur du pays, il faut qu'elles obtiennent une autorisation préalable du juge avant de sortir de la ville de Lomé. Bon, je ne sais pas quelle est la limite aujourd'hui de la ville de Lomé et je ne sais pas dans quel quartier elles habitent, mais on leur a dit, pour sortir de la ville de Lomé, il faut obtenir une autorisation. Je répète, les conditions drastiques qui leur ont été imposées sont les suivantes. Confiscation de leur passeport avec interdiction de sortie du territoire. Ensuite, gel de leurs avoirs dans toutes les institutions financières à titre conservatoire. Elles ont l'obligation de se présenter chaque début du mois au bureau du doyen des juges pour émarger une fiche de présence et pour aller à l'intérieur du pays
elles doivent obtenir au préalable une autorisation du doyen des juges avant d'aller à l'intérieur du pays. Alors, les charges qui sont retenues contre elles, c'est l'enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux. Donc, ce sont les deux charges qui sont pour le moment retenues contre ces deux dames-là. Et elles ont comparu libres, elles sont retournées chez elles libres. Et les enquêtes continuent. Et certainement, la prochaine fois que le doyen des juges va les écouter, ça va être une audition au fond du dossier. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Je sais que ces dames-là, elles ont dissimulé beaucoup d'argent aussi sur les comptes de leurs parents. Je vous donne par exemple le cas de mademoiselle Dédégan, Clouville Dédégan. Elle a mis de l'argent sur les comptes de plusieurs de ses parents, de ses sœurs, et elle utilisait même de l'argent pour faire des mariages arrangés à ses sœurs pour pouvoir partir aux États-Unis, et elle payait parfois par mariage 25 000 $, 30 000 $. Et elle a une de ses sœurs qui est déjà aux États-Unis, avec laquelle ils ont fait ce mariage arrangé. Le monsieur descend à Lomé, c'est des Américains, et ils font le mariage dans une mairie. Ça permet à la dame, à sa sœur, d'obtenir un visa pour pouvoir partir aux États-Unis. Une est déjà aux États-Unis, elle a déjà la green card, ça a été payé à 30 000 $. Une deuxième, un mariage a été fait, elle s'apprêtait à prendre les visas quand Donald Trump a arrêté les visas pour le moment, donc elle traîne à Lomé. Et sur les comptes de cette dame-là, ils ont beaucoup d'argent. Et donc, quand elle va dire devant le juge que c'est son ami aux États-Unis, son mari ou son copain qui lui a envoyé 30 millions pour faire un chantier, et elle-même, elle a vendu une maison, et après, il y a les cadeaux que les gens lui donnent dans le cadre de son travail, c'est avec tout ça qu'elle est partie faire l'assurance vie. Je ne sais pas si elle prend le juge d'instruction pour un con, parce que si le juge d'instruction est arrivé à les inculper, c'est qu'il a déjà tous les éléments en sa possession pour pouvoir les inculper. Et la semaine prochaine ou dans les jours prochains, c'est M. Labari qui va passer aussi devant le doyen des juges d'instruction. Et donc, c'est un dossier qui suit son cours. Et tous ceux qui ont raconté leur vie en disant « Ah oui, que c'était des histoires et tout ça », maintenant, vous pouvez aller chez le doyen des juges, son bureau est au tribunal, pour lui poser la question de savoir sur la base de quel élément probant qu'il inculpe les deux dames. Parce que si on vous inculpe pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite, c'est des charges très lourdes. Si le doyen des juges, après avoir ouvert son instruction, en arrive à cette conclusion-là, c'est que c'est des charges très, très, très lourdes. Et c'est certainement qu'il en a découvert plus que nous-mêmes. Donc, voilà ce que le scoop que j'ai voulu vous donner sur le cas de l'OTR. On va publier tout à l'heure un article pendant que je parle sur notre site internet www.l'alternative.info. Je pense que l'article est déjà en ligne. Merci Isidore. Et donc, vous pouvez lire l'article complet là-bas. Et voilà. Donc, voilà. Je reviendrai tout à l'heure sur cette affaire dans le dossier Adjourovi, le doyen des juges et tout ça. Donc, voilà pour cette première série d'informations, ce que je pourrais partager avec vous par rapport à l'OTR. Et donc, voilà. Et avant de tomber sur le projet de l'eau, avant d'aller sur le dossier d'Adjourovi, je voudrais, dans cette pause-ci, rendre hommage à un ami. Un ami qui n'est plus avec nous aujourd'hui et qui a été quelqu'un d'assez important pour moi. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Demain, c'est le 18. Ça fait 3 ans que cet ami nous a quittés. Et cet ami, c'est Bertin Agba. Et je vous ai parlé longuement ici de cet homme d'affaires togolais qui a vécu la persécution du régime de Faure Gnassingbé jusqu'à la mort. Et demain, ça fera 3 ans qu'il nous a quittés. C'est un homme, un homme d'affaires, hors pair, qui était sollicité partout en Afrique pour apporter des hommes d'affaires pour beaucoup de chefs d'État. Il est allé partout. Il avait la confiance de plusieurs chefs d'État en Afrique de l'Ouest, jusqu'en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, jusqu'en Afrique du Sud. Il faisait beaucoup de choses. Il faisait venir les hommes d'affaires dans les grands palais et il faisait venir beaucoup de moyens pour construire
des cités, des hôpitaux dans certains pays. Mais nous, on n'en a pas vraiment profité. Ici, on le voit avec le président Nana Akufo-Addo. Et là, il est avec M. Biderman, qui est aussi décédé, qui est un grand homme d'affaires français, qui n'est pas assez connu comme les Bolloré ou comme les Bouygues, mais un très, très grand homme d'affaires français qu'on appelait Biderman. Je pense qu'il est mort de Covid. Et là, c'était pour de grands projets avec des Chinois au Ghana. Et on l'a vu avec Tshisekedi, on l'a vu avec Jacob Zuma, on l'a vu avec Adama Barrow, on l'a vu avec les présidents du Nigeria. Et je tiens aujourd'hui à lui rendre hommage, à lui témoigner, à témoigner à sa famille, ses enfants, ses cousins, ses frères, toute ma sympathie, et dire qu'on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Et c'est des gens qui auraient pu faire beaucoup pour le Togo si le Togo changeait demain, auraient pu amener beaucoup d'opérateurs économiques, des hommes d'affaires pour changer le visage de notre pays. Malheureusement, on l'a perdu dans des conditions assez floues jusqu'à ce jour. Il a vécu la persécution du régime Faure Gnassingbé jusqu'à la mort. Et je voulais vraiment lui dire merci parce qu'il y a 3 ans et quelques jours, je suis arrivé en France et au bout de 3 ans, on en parlait beaucoup, le cas Isidore, le cas Eric et tout ça. Je suis fier de lui dire, là où il est, que 3 ans après, ces 2 amis qui ont eu aussi à subir des déboires à cause de moi, aujourd'hui, j'ai réussi à les faire venir chez moi et nous sommes ensemble aujourd'hui en France pour relancer totalement nos activités. Et je suis fier d'avoir fait ça, d'avoir en 3 ans fait venir 2 confrères, 2 compatriotes, 2 amis, 2 frères qui ont subi la foudre juste parce qu'ils étaient avec moi. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je pense que là où il est, puisqu'on en a parlé, là où il est, il peut se réjouir de ce que j'ai eu à faire. Et je tiens à lui dire merci, à saluer sa mémoire et à saluer toute sa famille. Merci beaucoup pour la technique. Alors, on va tomber sur le projet qui a créé le bang-bang entre Mme Mili Aziablé et le ministre Ali Pui. Alors, la dernière fois, je vous ai dit que il y a une dame qui est partie ramasser les meubles d'un ministre dans son bureau, laissant le ministre sans table, ni chaise et tout ça. Alors, c'est quoi le problème? Parce que ça ne pouvait pas se passer s'il n'y avait pas un problème. Pardon. C'est quoi le problème? Il se fait que le gouvernement togolais, en 2021, a introduit auprès de la Banque mondiale une requête afin de solliciter un appui technique et financier pour identifier et apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les services d'eau et d'assainissement de Grand Lomé. Et donc, un projet a été mis en place, projet dénommé projet d'alimentation en eau potable et assainissement du Grand Lomé. Et ce projet couvre 7 grandes agglomérations du Grand Lomé. Vous pouvez aller sur le site de la Banque mondiale pour voir ce projet. Et ce projet devait s'étaler, devait être implémenté à Detikopé, à Toglekope, à Corée, Zanguera, Devego, Apesito et Kakaveli. C'était pour régler les problèmes d'eau que rencontrent ces quartiers périphériques de la ville de Lomé. Et ce projet a été chiffré à 75 milliards. 75 milliards. L'enveloppe globale même, c'est 115 milliards de francs CFA, donc 45 milliards pour l'eau, pour l'assainissement, et pour l'eau, pour l'adduction d'eau. Et donc, lorsque le ministre Yark est venu au niveau du ministère de l'eau, il a pris contact avec la Banque mondiale pour ajouter à ces 2 projets-là une doléance, notamment 2 forages qu'il faut faire, 2 forages profonds qu'il faut faire pour faire fonctionner le château d'eau de Baie et le château d'eau du campus de Lomé, campus Nord. Donc, le ministre Yark a sollicité que, en plus des 7 agglomérations qui ont été déjà retenues, il faut faire 2 grands forages
pour alimenter les châteaux d'eau qui sont vides. Il y a beaucoup de châteaux d'eau à Lomé, vous les voyez, c'est des châteaux d'eau qui sont vides. Il faut faire des forages profonds pour mettre l'eau dans les châteaux. Donc, il y a qu'à demander qu'on puisse ajouter ce truc-là. Et donc, il y a eu, comment l'appelle-t-on, les fonds ont été débloqués. Et non, il y a une convention qui a été signée. Si vous voyez sur le truc, vous allez voir la date de la convention. J'ai mis tout ça sur papier. Donc, il y a une convention qui a été signée. Il y a eu les fonds qui sont mis à disposition et le projet devait commencer. Mais, patatras, les problèmes ont commencé par surgir. D'où viennent les problèmes? Les problèmes ont commencé avec l'appel d'offres. Il y a eu un premier appel d'offres du 11 octobre 2024 avec, entre-temps, Yark est parti, donc Madame Myriam Aziablé est venue au ministère et quand elle est venue au ministère, je vous disais la dernière fois qu'il y a des ministres même qui enlèvent les meubles de leurs anciens collègues, qui enlèvent les rideaux. Elle a fait des travaux dans l'immeuble, un immeuble qui appartient à l'État et donc qui est du ressort du service matériel. Avant de toucher à un immeuble qui appartient à l'État, il faut avoir quand même une autorisation. Mais cette dame, elle s'en foutait pas mal. Dès qu'elle est arrivée au ministère et que Yark est parti, elle a refusé d'occuper les bureaux. Elle a fait des travaux à coût de beaucoup d'argent. Elle a jusqu'à casser les carreaux. Elle a enlevé même les carreaux qui étaient là avant Yark. Alors que Yark est venu trouver les carreaux. Et lui, il est venu rester. Mais elle a changé tout, jusqu'aux carreaux. Je ne sais pas si elle pensait que c'était sa maison. Elle a changé tout jusqu'au carreau. Donc, il y a un appel d'offres qui a été lancé pour choisir les entreprises qui vont exécuter ce projet-là. Nous sommes toujours dans le domaine de l'eau. Et au bout de cet appel d'offres du 11 octobre 2024, il y a eu 6 sociétés qui ont soumissionné et il y a eu une société qui a obtenu le marché, qui s'appelle Green Forage Energy. Et donc, comme cette société a obtenu le marché, Green Forage Energy, Madame Myriam Aziablé, qui voulait que le marché aille à une autre société, a estimé que elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord et elle a fait bloquer l'appel d'offres. Donc, elle a fait bloquer l'appel d'offres. Ils ont trouvé des arguments et tout pour rejeter les résultats de l'appel d'offres parce que la société qu'elle voulait qu'elle voulait promouvoir, qu'elle voulait pouvoir passer, obtenu le marché, cette société n'est pas passée. Elle était plus disante. Et il y a une autre société moins disante. Donc, vous avez toutes les sociétés qui ont participé. Il y a eu FFA MNS qui était à montant hors taxe 1,845 milliard et tout ça. Il y a une autre société, Gamme Construction, qui était 1 milliard 99 millions. Il y a Esomif Sassu qui était à plus de 1 milliard 400. Il y a Pagipro Hyper Group qui était à 1 milliard 300. Il y a Green Forage Énergie qui était à 1 milliard 400. Il y a Saddam Construction qui était à 1 milliard 345. Donc, elle a refusé. Donc, l'appel d'offres a été annulé parce qu'elle n'était pas d'accord, parce qu'elle voulait que l'appel d'offres aille à un de ses amis. Il y a eu un deuxième appel d'offres. Donc, la première société qui a gagné le marché, elle n'a plus participé, elle s'est fâchée, elle n'a plus participé. Il y a eu un deuxième appel d'offres. Pendant qu'ils étaient en train de se bagarrer, les gens n'ont pas de l'eau dans les quartiers. C'est la Banque mondiale qui débloque de l'argent. Je pense que c'est un prêt pour qu'on donne de l'eau dans tous les quartiers. Donc, il était prévu de construire des forages, des châteaux d'eau, de grands châteaux d'eau, parfois de jusqu'à 5000 mètres cubes au niveau d'Adetikopé, de Toglekopé, de Corée, de Zanguera, de Devego, d'Apécité, de Kakaveli. Pour que ces quartiers puisqu'on puisse régler le problème d'eau dans ces quartiers-là. Dieu seul sait comment les gens souffrent dans ces quartiers jusqu'à ce jour. Donc, le projet qui a commencé depuis 2021 et que la Banque mondiale a mis l'argent à disposition déjà dans les années 2023, le projet est toujours en souffrance jusqu'en 2026 parce que le temps d'exécution du projet, parce qu'il y a plusieurs aspects de ce projet-là, moi je parle juste du volet de l'eau, le projet va jusqu'en 2029. Donc, jusqu'à présent, il y a toujours des problèmes. Et donc, on refait un nouvel appel d'offres et une nouvelle société gagne. Ce n'est pas la société de
ce n'est pas la société que madame voulait imposer, et elle trouve des arguments pour refuser l'exécution de l'appel d'offres. Entre-temps, elle quitte le ministère et elle est nommée à la DCNP. La DCNP, c'est la Direction nationale des marchés, je ne sais pas comment vous appelez ça, la Direction nationale de la commande publique. Voilà. Elle va à la Direction nationale de la commande publique. Et donc, elle a un droit de regard sur l'exécution des marchés. Donc, elle quitte le ministère, elle va dans cette direction, elle est nommée à cette direction. Alipu arrive, Alipu reprend le dossier et Alipu constate que lorsqu'elle était au ministère de l'eau, elle n'a nommé que ses amis, des incompétents, les gens qui n'ont aucune compétence, telle personne coordonnateur de projet, telle personne PRMP, telle personne ci, telle personne ça, juste pour se faire de l'argent. Et donc, Alipu arrive, Alipu commence par détricoter tout ce qu'elle a mis en place. C'est là où la bagarre a commencé. Donc, Alipu se dit, mais elle a mis des gens qui n'ont aucune compétence. On ne peut pas exécuter un projet d'envergure avec des individus comme ça. La Direction nationale du contrôle de la commande publique, voilà. Et donc, Alipu commence par limoger ses amis. Elle a des gens dans la boîte et c'est comme ça que ses amis lui rendent compte que voilà que Alipu est en train de faire la chasse aux sorcières et elle a pris son téléphone. Ils se sont chamaillés plusieurs fois au téléphone avec Alipu, se sont insultés, se sont bagarrés au téléphone et c'est comme ça que c'est dit. D'ailleurs, les chaises, les meubles que tu occupes là, c'est moi qui les ai achetés. Je viens les chercher. Si tu chasses mes amis, tout ça, moi je viens chercher les meubles. Et c'est comme ça qu'elle a loué un taxi-bagage et un matin, elle a débarqué au ministère. Le Togo, c'est la cour du roi Pétou, hein, chacun fait ce qu'il veut. Donc, elle débarque au ministère et elle ramasse les meubles, elle ramasse tout. Ils se sont déjà chamaillés au téléphone plusieurs fois. Et elle ramasse tout et puis elle laisse le ministre sans bureau. Bon, Alipu, lui, s'est dit, même si je trouve une table et une chaise, je peux travailler. J'ai vu une publication de Jerry Tama qui dit qu'on l'a tagué. Donc, Jerry Tama, ton ancien collègue de l'Assemblée a besoin de meubles. Tu peux l'approcher, vous étiez ensemble députés, tu peux lui vendre tes meubles comme tu t'es reconverti en menuisier. Vous savez, les militaires qui ont fait Saint-Cyr, ils ont toujours plusieurs arcs à leur corde. Hein. C'est des gens qui sont formés en multitâches. Donc, Jerry Tama, à chaque fois qu'il rencontre un obstacle, il le transforme en opportunité. Au moins, il a cette qualité-là. Donc, tu peux appeler Alipu pour lui vendre quelques meubles. J'ai vu ton post. C'est juste pour rire, mais c'est important. Alipu a besoin des meubles. Donc, pourquoi pas consommer local. Et donc, elle va ramasser les meubles. Et non seulement elle ramasse les meubles, on a besoin de l'avis de non-objection de la commande publique, de la direction de la commande publique. Elle bloque le projet. Elle bloque le projet tant que ce projet n'est pas donné à l'entreprise elle voudrait voir exécuter le projet. Alors, l'argent est en souffrance. Les gens n'ont pas de l'eau dans les quartiers. De tous ces quartiers que je viens de citer, les gens n'ont pas de l'eau. L'argent est en souffrance et la Banque mondiale se fâche. Et la Banque mondiale menace parce qu'entre-temps, ils ont puisé un peu d'argent parce que le projet a plusieurs volets. C'est 75 milliards, mais 45 milliards réservés pour l'eau. Ils ont déjà pris un peu d'argent pour d'autres aspects du projet. La Banque mondiale se fâche et dit, mais si vous ne vous entendez pas, on va rapatrier l'argent dans d'autres pays parce que d'autres pays ont besoin de l'argent. Alors, la Banque mondiale ne comprend pas toute cette bagarre autour de la sélection des entreprises qui doivent exécuter le projet et elle adresse un courrier aux autorités togolaises pour manifester son mécontentement de la manière dont les choses sont faites et leur dit, il faut que vous trouviez une solution pour qu'au moins on puisse donner de l'eau aux populations. Il y a des châteaux qui doivent être construits. Il y a eu des experts qui ont fait un travail formidable. On doit construire un château à Michintove pour desservir tous les quartiers d'Apesito et tout ça, parce que Michintove, c'est en hauteur. Un château à Devego, de très grands châteaux, des châteaux à Detikope un peu partout, pour que les gens aient de l'eau. À Toglekope, elle bloque le projet. On voit comment le Togo fonctionne. Et puis, on viendra vous parler de feuille de route. Vous allez voir Sandra Johnson qui va dire feuille de route, alors qu'il y a des ministres qui bloquent des projets, des projets nécessaires pour le pays depuis 4-5 ans, jusqu'à ce que la Banque mondiale
menace de rapatrier l'argent. Après, on va accuser les gens. Donc, la Banque mondiale écrit cette note-là, dont la rédaction a une copie, réponse provisoire, transmise par les documents, tout ça, voilà. Monsieur le coordonnateur, donc la Banque mondiale écrit au coordonnateur. Nous vous remercions pour la transmission des informations complémentaires à l'issue de la première revue de l'évaluation de ces offres. Nous avons procédé à une seconde revue du dossier d'appel d'offres, DAO, du rapport d'évaluation des offres ainsi que les appels soumis par les différents soumissionnaires. Cette seconde revue porte sur les aspects techniques des offres, d'une part, et sur les analyses et recommandations sur le processus de passation du marché, d'autre part. 1. Revue technique des offres. La Banque mondiale a identifié plusieurs incohérences. C'est la Banque mondiale qui le dit. Étant donné que le projet a recruté un ingénieur conseil pour superviser les travaux et que le consortium ainsi recruté inclut un spécialiste des eaux souterraines disposant d'une solide expérience régionale en construction de forages, ces incohérences sont d'autant plus surprenantes. C'est la Banque mondiale qui écrit ça. Elle suggère que l'expert mobilisé par le projet n'a pas contribué de manière significative à l'évaluation technique de ces offres. Évaluation qui requiert pourtant une expertise technique très solide. L'analyse technique ci-dessus se concentre sur les 3 entreprises présentant le moins de critères non satisfaits. FFA Togo, FFA Cameroun, SATRE, SAR et Forage SAEMT. C'est des groupements. Critère 4.2, en parenthèse A. Expérience spécifique, participation en tant qu'entrepreneur à au moins un marché public depuis le 1er janvier 2019 pour la réalisation de forages dans la formation sédimentaire côtière à une profondeur supérieure ou égale à 300 mètres. FFA, donc, elle définit la spécificité de toutes les entreprises. Donc, elle présente toutes les entreprises, ça c'est la Banque mondiale, c'est quand même un peu long, je vais en arriver à la conclusion. Elle présente toutes les entreprises, ça c'est la Banque mondiale qui fait tout ça, et elle ajoute, considération personnelle. Étant donné qu'il s'agit d'un marché de travaux, si le personnel proposé ne satisfait pas entièrement à tous les critères, le maître d'ouvrage peut notifier l'entrepreneur et demander le remplacement des membres du personnel. Les candidatures ne devraient pas être rejetées uniquement en raison du personnel proposé. De même qu'elles ne l'ont pas été uniquement parce que le camion citerne proposé ne correspond pas aux spécifications. Ces points peuvent être corrigés par des remplacements ou ajustements après attribution ou lors de la mise en conformité. Donc, elle passe tout ça en revue et elle conclut ceci. C'est un document que je peux mettre à votre disposition. Conclusion de la Banque mondiale. Alors, l'analyse et les recommandations de la Banque mondiale sur la passation des marchés. Je passe par là. À la suite des premiers commentaires, l'analyse et les recommandations de la Banque mondiale se présentent comme suit. 1. Le processus de passation des marchés avait déjà fait l'objet d'un précédent appel d'offres national qui s'est révélé infructueux. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que la ministre s'est opposée. Deuxième point, le présent appel d'offres, donc le deuxième, a aussi été lancé par appel d'offres national. Troisième point, une bonne approche aurait été de faire une analyse et un diagnostic approfondi des raisons de l'échec du précédent appel d'offres, ce qui aurait permis la révision d'une stratégie de passation des marchés qui prend en compte les leçons tirées de l'échec avec le respect des principes fondamentaux de passation des marchés, du règlement de passation des marchés applicable au projet. 4. Une analyse minutieuse des documents exploités et des recommandations laisse apparaître une inadéquation entre les exigences de qualification du présent appel d'offres et les réalités d'une étude. Et d'une analyse acceptable de marché de forage au Togo, tout en s'appuyant sur une approche restrictive qui ne respecte pas pleinement ce que fait les principes fondamentaux de passation de marché, notamment l'optimisation des ressources. Ainsi, l'évaluation des offres soumises à l'avis semble être trop fixée sur le respect strict des exigences de qualification. Donc, ça, ce sont les trucs de la Banque mondiale, et la Banque mondiale conclut. Elle conclut ceci. L'analyse technique et la revue du processus de passation de marché ont révélé des incohérences
empêchant la validation du rapport d'évaluation à ce stade. Nous vous invitons donc à considérer nos remarques, à réévaluer l'ensemble des soumissionnaires en tenant compte de nos recommandations et à nous faire part de votre retour. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Madame Mariam Sou, c'est la Banque mondiale qui écrit aux autorités togolaises, particulièrement le coordonnateur du projet. Et donc, ce projet-là, qui doit permettre de donner de l'eau aux Togolais depuis 2021, disons depuis 2022, est en souffrance dans les quartiers à cause des humeurs d'une dame et de quelques réseaux à elle, parce qu'elle estime que l'entreprise qui doit obtenir le marché, pour qu'elle puisse avoir peut-être sa commission, on ne donne pas le marché à cette entreprise-là et elle bloque le marché. Pendant ce temps, les populations qui sont à Devego, à Toglekope, à Pesito, je ne sais où, Djagbele, tout ça n'ont pas de l'eau potable. Yato, et nous que les douanes est extrêmement grave. Mais les métaux galé yovogo, mais mi yaso ou forage, ne amoko mudo si le lomewa, wakpo sino anu. Yovo so gasonami. 75 milliards de francs CFA, les met à 45 milliards pour l'eau, forage et château d'eau. Et depuis 4 ans, milliers d'acons, nos entreprises qui là au marché a dit, va amo les simuler les communes, et simuler les villages au monde, et simuler les quartiers au monde. Et si ce projet était exécuté, ils vont réhabiliter le marché et le château du campus. Le château du campus va alimenter les quartiers comme Kégué, la Caisse et tout ça. Le château de Touko Séminaire va être réalimenté parce que c'est un château où il n'y a pas de l'eau. On l'a en forage, on l'a encore si le château, mais les quartiers de Touko Séminaire, Kakaï et nous, Solidarité, ils vont avoir de l'eau. Ils ont déjà alimenté le quartier de Baie parce qu'ils ont mis de l'eau, ils ont mis beaucoup d'eau dans le château de Baie. Donc, ils vont en Ganami. Même il va au forage, il est au château, il est à Nassi, il est en Viouanou. Mais il est d'accord, des commissions anti. Kaka yovo le menacer mais là son garçon jo les nous vi bang 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 yo solo et nous ministère de l'eau après solo direction de la commande publique. Voilà comment les Togolais gérés. À cause de conneries comme ça, les gens n'ont pas de l'eau dans les quartiers depuis 4 ans. Et l'argent est là. L'argent est là. Et la Banque mondiale menace de rapatrier l'argent pour d'autres pays. Et vous allez voir Sandra qui va venir nous parler de feuilles de route. Franchement, voilà ce que je voulais dire sur la question de l'eau. Et voilà. Bon, on va entamer le gros dossier. Une pause de quelques minutes. Et puis, on entame le gros dossier. Avant d'entamer le gros dossier, je pense à tous nos camarades prisonniers, hein, nos compatriotes qui sont prisonniers. Qui sont dans les liens de la détention, Jean-Paul Omoulou, Affectio, les 13 détenus qui ont commencé la grève de la faim, l'humoriste Tayo, Madame Nyakade qui est dans une condition assez difficile, enfermée, comme je l'ai toujours dit, quelque part, dans une pièce à toit tout, hein, il y a 3 portes en fer. Hein, avant de voir là où, avant d'avoir accès à elle dans la pièce où elle est enfermée. Elle n'a droit à rien, même pas à une Bible, même pas à un document. Elle n'a même pas droit à un bouilloire pour chauffer de l'eau et boire. Rien du tout. Elle n'a droit à rien du tout. Et ça, quelqu'un fait ça, hein, à l'égard de sa propre femme. Enfermée, hein, enfermée à double, triple clé. Elle n'est au courant de rien. Elle n'a pas d'informations. Même Mandela qui était en prison avait droit d'écouter les informations, avait droit d'avoir un papier pour écrire ses mémoires. Mais quelqu'un fait ça avec sa femme. Et vous trouvez des circonstances atténuantes à cette personne-là. Quelqu'un qui fait ça avec sa propre femme, si vous arrêtez, vous imaginez ce qu'il va faire avec vous. C'est la leçon qu'il faut tirer de tout ça. Ce n'est pas... Madame Nyakade, elle paie le martyr. Elle souffre le martyr. Elle a eu le courage d'exprimer ce qu'elle avait sur le cœur. Mais la manière dont elle est traitée par celui que l'on sait. Tous vous pouvez vous imaginer, si vous tombez dans les mains de cette personne-là, comment cette personne va vous traiter. C'est ça la leçon qu'il faut tirer de tout ça. Donc,
On pense à tous ces gens-là et on espère que l'horizon va s'éclaircir pour eux. Alors, on va parler du dossier